Hello, hello! Bonjour et bienvenue pour ce deuxième revue de presse. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Coucou Pauline, merci d'être là, toujours un soutien. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit qu'on allait commencer par une petite revue de la programmation des jours à venir. Et pour vous présenter un petit peu finalement les prochaines émissions qu'il va y avoir. Et on va faire des tests son et apparemment ça fonctionne bien. Ça y est, on commence à bien s'installer au niveau technique et ça c'est chouette. On a du nouveau matériel qui est arrivé. On a investi dans des lights. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la lumière est quand même vachement mieux. Je brille un peu, mais en vrai, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, voilà. Et donc, on va peut-être commencer par la prog. Vous montrer un petit peu, du coup, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre et qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier. Et je vais vous parler un petit peu aussi des prochaines émissions qui vont avoir lieu en février et peut-être dans les mois après. Et puis voir potentiellement quel sujet on pourrait traiter pour la revue de presse. Alors, la programmation du mois de décembre. Normalement, dans 2 semaines, je ne serai pas toute seule. On va essayer de faire un live construction, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça ? J'ai perdu ma connexion. Bon. Hop. Hop, voilà. Alors la petite, je vais juste enlever ma caméra pour que vous voyez la surprise de janvier. Hop, hop, hop. Non, en fait, je reviens. Voilà. Alors, du coup, donc là, aujourd'hui, la revue de presse. Je vous ai pas du tout dit de quoi on allait parler, mais on va parler des résultats négatifs dans la recherche. J'ai trouvé un petit article, je suis tombée sur un article il y a à peu près un mois et que je trouvais hyper intéressant. Et je trouvais que c'était un sujet plutôt intéressant à traiter, puisqu'on va aussi un petit peu parler de la recherche, la méthodologie de la recherche. Et pourquoi des fois on ne trouve pas les résultats qu'on voulait. Du coup, le mercredi 20 décembre à 14h, on va construire un robot Lego avec Pauline. On en a en réserve et du coup, on s'est dit que ce serait fun de construire un petit robot en live. Et puis, normalement, on fera... Moi aussi, trop hâte. Et puis, on fera peut-être d'autres live construction parce qu'on a découvert d'autres trucs dans notre réserve. Et on se dit que ce serait quand même chouette de faire d'autres live construction. Mais ce robot, du coup, on va essayer de faire un live pendant peut-être genre 1 ou 2 heures. On va voir ce que ça donne. Et puis après, l'idée, ce serait de le programmer. Donc on verra après ensemble ce qu'on va faire. Le 10 janvier, c'est le retour de la revue de presse. Je ne sais pas trop encore de quoi on va parler. Peut-être qu'il y aura un sujet d'actualité brûlant. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Je vais réfléchir à quelque chose. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Donc, c'est à 15h le mercredi. Et le mercredi 24 janvier, à 15h, on a une nouvelle émission de l'eau dans le gaz. On va accueillir Simon Pascal du Sésame. Donc le Sésame, c'est un centre de recherche
en chimie des matériaux qui est situé à Nantes, sur le campus de Nantes Université. Il est chargé de recherche CNRS et vient d'arriver en fait au Sésame. Et puis du coup, il va venir nous parler de son projet de recherche, de ce sur quoi il travaille. Ça s'inscrit toujours dans notre programmation autour de l'énergie et de l'hydrogène particulièrement. Et puis, ça nous donnera l'occasion de... Enfin voilà, si vous avez envie de venir, ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe en termes de recherche sur le territoire. Et puis, lui qui n'a pas seulement travaillé en Pays de la Loire, il a travaillé sur d'autres territoires, puisque, voilà, on parle d'hydrogène, mais en termes d'énergie et de recherche, on a quand même pas mal de choses au niveau national. Et puis, bon, elle n'est pas présente là, mais on va faire d'autres interviews, deux notamment en février, deux chercheurs. Un chercheur qui est à Centrale Nantes et qui travaille lui plutôt sur la décarbonation du transport maritime. Donc ça, je vous le présenterai peut-être à la revue de presse en janvier pour vous en parler un petit peu plus amplement. Et puis, on va aussi accueillir un chercheur en planétologie qui est aussi sur Nantes, au LPG, au laboratoire de planétologie, et qui viendra un peu nous parler aussi, pareil, de son travail. Et lui, notamment, il a travaillé sur des projets internationaux, donc je pense que ça pourrait être super intéressant. Très hâte de vous présenter tout ça. Et puis, comme d'habitude, on fera une revue de presse en début de mois, potentiellement sur les sujets de nos chercheurs qui vont venir. On va aller faire un peu de recherche ensemble. Je pense que ça va être chouette. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Voilà pour la programmation des semaines à venir. Alors oui, c'est vrai, on ne fait pas des lives toutes les semaines, mais on va essayer de proposer du contenu un maximum dans les semaines à venir. Et puis du coup, juste avant les vacances, un petit live un peu sympa et peut-être d'autres lives construction à venir. Voilà. Et du coup, Pauline qui m'accompagnera est d'habitude derrière la caméra, c'est ma régisseuse. Et là, ça y est, elle passe devant. Donc, j'ai très hâte de voir comment ça va être. Je pense que ça va être fun. Hop, Oula, le stress. Mais non, stresse pas, tu vas voir, c'est trop cool. Bon, en espérant qu'il y ait des gens sympas et tout, mais je pense que ça va être trop cool. Du coup, on va partir en lecture d'articles. Je pense que ça va être pas mal. Du coup, l'article dont on va partir pour aborder notre sujet, c'est du coup ce que je vous disais, un article sur les résultats négatifs en recherche. Ouais, je vais remettre la cam. J'y ai pensé, mais j'étais en train de finir ma phrase. Je suis de retour bientôt. Hop. C'est pas celle-là. Non, t'inquiète. Non, mais merci de me rappeler que je n'apparaissais plus à l'écran. Et du coup... oui, du coup, je voulais vous commencer par un article que je trouvais donc intéressant, sur lequel je suis tombée. Il est sorti au mois de novembre. C'est une carte blanche du Monde d'une chercheuse de l'INRAE, si je ne dis pas de bêtises. On ira voir après une interview d'elle. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant son point de vue, et puis qu'elle aborde cette question des résultats en recherche, enfin du manque de résultats notamment. Hop, voilà. Donc, c'est Alice Le Breton. Elle est directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, alimentation et environnement, donc l'INRAE, comme je disais, et de l'Institut biologie de l'École normale supérieure. Donc, du coup, ouais, c'est dans la recherche des résultats négatifs. Salut, ça va? Merci d'être toujours présent sur les lives, ça fait très plaisir. Ouais, du coup, dans la recherche des résultats négatifs trop souvent tuent et pourtant si précieux.
Et d'expérience en général, quand on discute avec des chercheurs et qui viennent nous parler un peu de leur projet de recherche, avant d'atteindre leur objectif, ils passent par des échecs, des résultats négatifs qui font que ça va leur permettre de justifier après de nouveaux projets de recherche et essayer de comprendre un petit peu, voilà. Trop bien, une prochaine mensuelle. Hâte de voir. Oula, Oula, je vais me déconnecter. Ouais. Du coup, reprenons notre mensuel. Du coup, alors, il est rare qu'une étude dont les conclusions sont une absence d'effet soit publiée. Pourtant, cet été, l'une d'elles l'a fut. La biologiste Alice Le Breton s'en réjouit dans sa carte blanche au monde car la connaissance de ces résultats négatifs permet aux chercheurs d'éviter les fausses pistes. Donc, au 52 de la rue Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris, une plaque de marbre porte cette inscription. Le 17 avril 1967, ici, il ne s'est rien passé. Ça et là, quelques autres exemplaires de ces apostrophes poétiques semblent nous inviter, le temps d'une respiration, à célébrer l'ordinaire et le temps qui passe pour lui-même, tout en renvoyant à leur vanité bien d'autres plaques commémoratives. Ces hommages à l'absence restent toutefois en nombre minime, relativement à la densité des instants que personne n'a jugé utile de consigner ailleurs que dans la mémoire de ceux qui passaient par là. Les sciences expérimentales dressent régulièrement un constat similaire, alors que la littérature regorge d'articles documentant les effets de tels phénomènes sur tels paramètres et cherchant à en décortiquer les liens de causalité. Il est bien rare qu'une étude dont les conclusions sont une absence d'effet atteigne le stade de la publication. Cette omission de résultats négatifs a un effet pervers. Faute de savoir qu'une hypothèse a déjà été testée et infirmée, d'autres l'exploreront à nouveau en vain. C'est aussi intéressant parce que là, on est quand même sur une tribune dans un magazine, enfin dans un journal qui est un peu mainstream, quoi, que beaucoup de gens lisent. C'est que c'est toujours plus intéressant pour le public d'avoir des résultats d'une recherche qui sont positifs. Voilà, on a trouvé quelque chose, on a fait une grande découverte, mais les grandes découvertes, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est bien de rappeler un petit peu que, en fait, la recherche, c'est du temps long, ça prend du temps. Et il ne faut pas s'attendre à des résultats tout le temps, quoi. Donc, la revue Nature, super accent français. La revue Nature, c'est une revue qui est très connue où il y a vachement pas mal de publications, pour ceux qui ne connaissent pas, pas mal de publications scientifiques. C'est une revue qui est en anglais, mais chose à pointer intéressante, c'est que parfois certains articles sont disponibles gratuitement pendant un certain temps, et donc il faut saisir l'occasion quand vous le pouvez, si vous avez envie de lire des articles scientifiques. Là, ils sont quand même vachement plus mis en forme pour un peu le grand public, et c'est super intéressant. Donc, je vous recommande d'aller sur Nature. On pourra aller voir aussi l'article dont elle parle dans cette carte blanche. C'est en anglais par contre. Donc, je me suis pas amusée je ne sais pas si je vais m'amuser à tout traduire. Donc, c'est donc avec stupéfaction que les lecteurs de la revue Nature y ont découvert au mois d'août un article intitulé « Aucune preuve d'un effet du champ magnétique sur le comportement de la drosophile ». Drosophile qui est une mouche, si je ne dis pas de bêtises, qui s'ouvre sur une guirlande de diagrammes à moustache, remarquablement centrée sur zéro, c'est-à-dire une absence d'effet. 110 000 drosophiles testés sans effet. Dans cette étude, les chercheurs souhaitaient évaluer la possibilité d'utiliser la mouche du vinaigre ou drosophile comme organisme modèle pour étudier les mécanismes de perception du champ magnétique terrestre et leurs effets comportementaux. Ce sens est mieux connu chez d'autres espèces comme les paresseux migrateurs nocturnes, sur lesquels il est cependant difficile de travailler en laboratoire. Plusieurs publications indiquaient que la drosophile en disposait également, ce que les chercheurs ont cherché à confirmer par des dispositifs hautement contrôlés protégés des perturbations magnétiques externes et visant à éliminer autant que possible les biais expérimentaux d'analyse. Dans l'un de ces dispositifs, les mouches étaient d'abord entraînées en associant la présence d'un champ magnétique d'intensité d'environ 10 fois supérieure à celle du champ magnétique terrestre à une récompense sucrée.
Elles étaient ensuite placées dans un tube en T dont l'une des branches était exposée à ce champ magnétique, l'autre non. D'après de 100 000 diptères, on passait ce test par l'eau de sang en variant les situations pour éviter de se retrouver par hasard dans le contexte précis où ça ne marche pas. Résultat, que les drosophiles soient d'origine sauvage ou d'élevage, qu'elles aient reçu un entraînement limité ou intensif, leur choix d'une branche plutôt que l'autre n'était pas influencé par la présence du champ magnétique. Idem pour quelques 10 000 mouches supplémentaires dans un dispositif plus proche des conditions naturelles. Aucun effet qui sort de la variabilité statistique de l'expérience. Ces résultats négatifs sont une déception aussi bien pour les auteurs de la nouvelle étude que pour le reste de la communauté qui comptait sur ce modèle commode à élever en laboratoire et à modifier génétiquement pour tenter de comprendre les bases moléculaires de ce sens chez les oiseaux et améliorer ainsi notre compréhension de leur perception du champ magnétique. Cette prouesse mérite cependant d'être saluée, tant sur un système si délicat à mettre en œuvre, il est difficile de trancher de façon convaincante en faveur d'une absence totale d'effet. Donc évitez les fausses pistes. Et reste désormais à prouver avec autant de rigueur que le 17 avril 1967, au 52 rue de Charreton, il ne s'est effectivement rien passé. Donc on part de ça. La recherche en elle-même, c'est très intéressant puisque du coup, ça apporte quelque chose de... Enfin, finalement, des données, quoi qu'il arrive. On apporte des nouvelles données, ça permet à d'autres de ne pas reproduire exactement la même chose. Et donc, du coup, potentiellement, d'aller chercher d'autres solutions. Donc, voilà. Je crois que on était dessus. Oui. Voilà pour cet article. Et donc, en fait, on est en pleine philo des sciences. Là, on me pose la question de, voilà, les résultats négatifs. Bah oui, c'est très frustrant, mais en même temps, c'est hyper intéressant, ça apporte quelque chose de hyper positif et tout. Et on parle aussi de la méthodologie de la recherche, puisque là, du coup, ils ont appliqué une certaine méthodologie pour obtenir un résultat négatif, parce que ils ont une hypothèse, et là, c'est leur hypothèse, elle est non vérifiée. C'est tout ça, c'est aussi simplement que ça, pardon. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, je voulais juste... Je peux vous montrer un peu aussi la revue Nature. Je vais juste changer de... faut que je me reconnecte. Mon iPad n'a plus de connexion Internet. Hop. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir ici, là, il est en open access. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est gratuit. Donc après, je ne vais pas m'amuser à vous traduire tout l'article, résumé très bien. Mais s'il y en a que ça intéresse, je peux vous mettre le lien dans le chat. Bon, du coup, pardon. Pourquoi on a besoin
des résultats négatifs en sciences. Je reprends ma phrase, désolée. Alors, en fait, il y a aussi des articles scientifiques sur pourquoi on a besoin des résultats négatifs en sciences. Et donc là, on est sur... Hop. Donc ça, c'est un article de Sébastien Laréché et qui a été publié dans MedScience, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un article scientifique. Et donc du coup, il a écrit un article sur pourquoi on a besoin des résultats négatifs. Et donc là, pourquoi est-il important de partager ces résultats négatifs ? La difficulté pour un chercheur de publier ses résultats négatifs renvoie à la problématique de la restriction de la liberté de publication. Il existe là un réel risque de perte de fiabilité des connaissances publiées. Celles-ci ne reflétant plus l'ensemble des données produites par la recherche, mais uniquement celles susceptibles d'être acceptées pour publication. Les pratiques évoquées ci-dessus, on n'a pas lu le reste, vont ainsi à l'encontre du principe d'honnêteté développé dans le Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche, qui promeut la transparence et l'objectivité de la recherche. Donc potentiellement, en fait, il y a des chercheurs qui ne publient pas leurs résultats négatifs. C'est un peu ce qu'il est en train de dire là. Qui promet la transparence et l'objectivité de la recherche. Un résultat négatif, surtout s'il est inattendu, mérite donc d'être connu car il peut s'agir de prémices d'un nouveau paradigme. Un résultat négatif peut également conduire à identifier des traitements en cours d'essai ou utilisés qui se révèlent en fait inefficaces. Cette démarche de transparence est d'autant plus importante dans le cas des médicaments qui seront remboursés par l'assurance maladie. Bon, là, on est dans un contexte français. Alors qu'ils n'ont aucune utilité. Une méta-analyse publiée dans le New England Journal of Medicine montrait que sur 74 essais cliniques portant sur des antidépresseurs enregistrés auprès de la Food and Drug Administration américaine, FDA, 51 ont été l'objet d'une publication, 37 rapportaient des résultats positifs et seuls 3 présentaient des résultats négatifs ou équivoques. Les 11 autres essais avaient donné des résultats initialement revus comme des résultats positifs. Parmi les 23 études qui n'ont pas été publiées, une seule avait donné des résultats positifs. Les 22 autres avaient conduit à des résultats négatifs. L'analyse complète des différents essais concluait ainsi à un taux d'essai positif de 51%, alors que d'après la littérature publiée, un taux de positivité de 94% a été retrouvé. On voit donc ici tout l'intérêt de présenter des résultats négatifs qui permettent de nuancer l'efficacité supposée d'un traitement. Là, dans le cadre de la médecine, de la pharmacologie. La publication de résultats négatifs peut également permettre aux différentes équipes de chercheurs étudiant la même thématique de gagner du temps. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure dans son article. Tout l'intérêt, c'est justement de permettre aux autres d'éviter de reproduire exactement les mêmes erreurs et donc d'invalider des hypothèses afin de ne pas répéter les expériences pour examiner une hypothèse qui a déjà été invalidée par certaines équipes mais qu'elles n'ont pas publié, puisque du coup on ne publie pas les résultats négatifs. Quel dommage. Outre la responsabilité envers ses collègues, le chercheur en a également une autre vis-à-vis de la société. Les conclusions de tout travail financé en totalité ou en partie avec des fonds publics devraient pouvoir être accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique, afin de limiter des dépenses pour une recherche sans intérêt scientifique. Mais du coup, c'est ce que je disais aussi au début, c'est que potentiellement ça peut permettre de faire évoluer une recherche et donc du coup de proposer quelque chose de nouveau, etc. Je ne sais pas si les solutions, ça peut être intéressant. Après, c'est plus dans l'incitation à le faire, quoi. Là, c'est intéressant. En ce qui concerne les revues scientifiques, leur ligne éditoriale devrait tendre vers une valorisation des résultats négatifs, outre les revues telles que le Journal of Trial and Error, dédié à la publication d'études sans résultats positifs. Il serait important de développer la diffusion de tels résultats dans des sections ou des numéros spéciaux de revues de rang A. Je ne sais pas de quoi il parle. Les revues les mieux notées telles que Science ou Nature. Oui, Nature, du coup, celle dont je vous parlais tout à l'heure et dans lequel, justement, ils ont publié un article avec des résultats négatifs.
L'importance des résultats négatifs est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs revues médicales à fort facteur d'impact. Une analyse des articles originaux publiés en 88, 98 et 2008. Ce sont les grosses revues. De quoi? Les revues de rang A? Ah oui, d'accord, c'est les grosses revues. Genre, c'est le top du top. Ok. Et Science et Nature, c'est genre du top du top. Il est mieux noté par rapport à qui? Enfin, quoi? Voilà. L'indice factor. On va aller sur Wikipédia. Donc, ok. Donc, un facteur d'impact ou FI en anglais, impact factor ou indice factor, du coup, comme impact factor est un indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique. Pour une année donnée, le FI d'une revue est égal à la moyenne des nombres de citations des articles de cette revue publiés durant les 2 années précédentes. Ok. Donc ça veut dire que si c'est cité dans par des pairs, quoi. Ce facteur d'impact qui mesure une certaine visibilité est considéré par certains gestionnaires de la recherche et certains chercheurs comme un critère pertinent. Une revue avec un FI élevé serait ainsi considérée comme plus importante parce que plus visible, plus lue et plus citée qu'une revue avec un FI faible. Ces facteurs d'impact ont une influence certaine dans le domaine de la publication scientifique. Ils sont utilisés par ailleurs comme critères pertinents d'évaluation par les tenants d'une évaluation quantitative de la recherche. Sujet à controverse. Ok. Les FI sont indexés par Clarivate dans le journal Journal Citation Report. Tu as plus de... Mais il ne faut pas payer des fois pour pouvoir passer dans les revues les meilleures, quoi. Le top 2% des revues scientifiques a un FI supérieur à 10 et le top 10% des revues a un FI supérieur à 4. Ok. Sa visibilité, la reprise, mais il y a pas mal de polémiques sur ce système. Ok. Ils en parlent à inconvénients et critiques. Le nombre de citations n'est pas une mesure correcte de la qualité ni de la quantité d'informations nouvelles des publications. La fenêtre temporelle est trop courte. Dans la recherche de pointe, l'importance de l'article ne peut devenir apparente qu'après plusieurs années. Elles ne seront donc pas prises en compte par le facteur d'impact de l'ISI. La nature d'un domaine scientifique implique des rythmes et des quantités différentes de publications, ce qui affecte le facteur d'impact. Par exemple, les revues médicales ont des facteurs d'impact supérieurs à ceux des revues mathématiques. Il est illogique de comparer sur le même plan une revue médicale avec une revue mathématique, tant le travail d'un chercheur en biomédecine diffère de celui d'un chercheur en mathématiques. Pas faux. Oui, mais tu ne seras pas publié si ce que tu fais ne tient pas de la route, même si tu as payé très cher. Il faut le dire, les petits labos ne publient pas dedans car moins de moyens pour faire la recherche. Ok. Après, de toute façon, tu es un peu obligé d'être publié pour être reconnu, quoi. Enfin, pour te faire connaître et potentiellement derrière aussi avoir des financements. Oui, plus tu publies, plus tu peux être cité. C'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Ok. Non, oui, c'est ça, mais dans des journaux un peu plus petits IF.
Il y a quand même pas mal d'inconvénients et de difficultés. On en a une belle liste quand même. Hein. Le facteur d'impact ne prend pas en compte l'impact d'une information scientifique nouvelle diffusée par le biais des cours ou d'autres formations. Il existe un biais linguistique, les revues non anglophones étant bien moins répertoriées. Ah oui, qu'il faut écrire en anglais. Le facteur d'impact pourrait tendre à uniformiser la recherche. Il encourage aussi la multiplication des publications, est ce que tu disais. La FI ne pourrait pas être reproduit à partir d'un audit indépendant. À court terme, surtout dans les journaux à FI faible, de nombreuses citations sont faites dans les articles sur les travaux précédents du chercheur. Citation. Les listes de classement des revues basées sur le FI ou sur les résultats d'une enquête d'experts ont une corrélation modérée. Okay. Et donc après, mi-2013, plus de 150 scientifiques et 75 sociétés savantes avaient signé la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche initiée par l'American Society for Cell Biology en collaboration avec un groupe d'éditeurs. Ouais, donc en gros, ils ne sont pas d'accord, quoi. Oui, c'est très galère de publier. Il faut prendre en compte le temps de relecture des articles qui peut aussi te faire changer de journal en vue des questions que se posent les relecteurs. Bon, relecture par les pairs, du coup. Alors, il y a tous les ans des magouilles de publications, d'autocitations, d'articles retirés, de revues, etc., qui sont mises en avant. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que ça assure des informations sans faille. Oui. La déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche est une déclaration publiée par les membres de la Société américaine de biologie cellulaire et un groupe d'éditeurs de revues scientifiques. Elle remet en cause l'usage croissant du classement bibliométrique comme indicateur de qualité dans l'évaluation de la recherche des chercheurs. Est-ce qu'ils ont refait des trucs ? Il y a des gens qui... On en avait parlé un peu avec Chercheurs de montagne lors d'un stream, c'est un sac de nœuds tout ça. Ah oui. Et il y a des gens qui passent leur temps à chercher des bidouilles dans les vieux articles. Des bidouilles, genre, c'est-à-dire... Ah ouais. C'est pas très clair. Et là, on veut avoir confiance dans les scientifiques, là. Des images trafiquées, putain, la vache. Il faut retirer des articles 15 ans après. Après... Ah ouais. Mais après, est-ce qu'on fait retirer des articles parce que du coup c'était faux ou est-ce qu'on fait retirer des articles parce qu'on a fait avancer le schmilblick et que du coup c'est plus vrai, quoi. Et encore, on n'a pas parlé du système de co-auteurice. Tu veux dire le fait d'écrire des articles à plusieurs, mais ça c'est hyper... Je croyais que vous étiez censés bosser, vous deux, là. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc les gens qui sont dans les articles alors qu'ils n'ont rien fait, ouais, je vois. D'accord, ok. Ouais, juste, c'est un peu plus pour se faire de la promo, quoi, alors qu'ils n'ont pas forcément travaillé dessus. Mais d'ailleurs, il y a la dernière vidéo des revues du Monde. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais ça parle un peu de ce sujet-là. Je sais pas si... Je sais pas si vous l'avez vu ou regardé. Moi, j'aime bien regarder ces vidéos. Et ça parle... En gros, il y a eu un... Salut Louane, ça fait super plaisir de te voir. Oh, alors c'est plutôt de la politique pour placer des gens. Ouais, finalement, c'est un peu le même système partout, quoi.
Mais en tout cas, merci Louane pour le soutien, hein, franchement. Merci, si c'est un soutien dans l'ombre, ça fait super plaisir. Euh, les deux vidéos, les deux dernières vidéos là qu'elle a fait sur la tombe perdue. C'est- Ah, bah merci Pauline en tout cas. Euh, Non mais attends, il faut du soutien, on est là pour se soutenir et tout. Il faut bien lancer le truc, hein. Mais du coup, ouais, les deux dernières vidéos des revues du monde, elles sont assez intéressantes parce que du coup, ça part du fait qu'on a une, une nana là qu'on voit partout et tout. Et oui, c'est pour la fame. Et ben là, c'est un peu le même principe en fait. Cette nana-là, c'est genre, elle a un master en droit et puis elle est, enfin voilà, complètement fan de Cléopâtre. Et puis donc elle s'est dit, bah, moi aussi je veux aller faire des fouilles archéologiques. Donc apparemment elle a passé un master en archéologie. Et puis elle est allée en Égypte et puis elle a réussi à convaincre un archéologue qui est aussi ministre, il me semble, enfin ministre égyptien, elle pourrait aller faire des fouilles pour trouver le tombeau caché de Cléopâtre, le tombeau perdu de Cléopâtre. Et en fait, bah, on n'a pas grand-chose sur elle, et puis elle n'a pas forcément écrit d'articles scientifiques. Les seuls articles scientifiques qui sont sortis où son nom est cité, c'est justement très récemment sur des fouilles, et c'est très compliqué d'avoir plus que des articles dans les médias, quoi. Donc, oui, je te recommande de les regarder d'ailleurs. Elles sont vraiment super intéressantes. Enfin, en tout cas, l'enquête est super intéressante. Et du coup, bon, là, normalement, j'ai regardé la deuxième aussi, mais vraiment hyper intéressant. Enfin, l'analyse qui a été faite et notamment aussi sur le besoin de visibilité médiatique pour les chercheurs et pour justement obtenir des financements. Il y a aussi toute cette question-là qui reste un petit peu en suspens de, bah, en fait, il faut un visage. Alors parfois c'est des chercheurs, parfois c'est pas forcément des chercheurs, c'est juste des personnes qui vont parler des projets de recherche. Donc je vous recommande ces vidéos, ces deux-là. Euh, Mais du coup, ce que tu dis, Pauline, aussi, enfin, le problème, c'est que on, il y a un nombre, du coup, il doit y avoir une quantité d'articles produits par an, mais du coup, en fait, tu es obligé d'avoir un objectif, quoi. Et donc, bah, en fait, tu as une espèce de pression un petit peu à publier. Et donc, finalement, tu perds peut-être en qualité ici à ce niveau-là, quoi. Mm. Mais du coup, peut-être que publier les résultats négatifs, ça permettrait de publier plus de trucs. Enfin, j'en sais rien si c'est. Enfin, c'est peut-être aussi une solution pour augmenter le nombre d'articles, quoi. Du budget et du monde. Oui, ouais, c'est sûr. Et oui, Publish or perish. J'avais jamais entendu ce truc-là. Ah, ok. Mais est-ce que du coup, la question est est-ce qu'il faudrait pas tout publier, quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas publier tous les résultats négatifs? Publish or perish. C'est un vrai truc? Non. Hop, le retour de Wikipédia. Alors par contre, c'est hyper marrant parce que du coup, il y a un truc qui s'appelle Publish or Perish. C'est un logiciel qui récupère et analyse les citations académiques.
Donc j'imagine que du coup, c'est pas mal pour les chercheurs. Ouais. Bah déjà, enfin après, si c'est imbuvable pour quelqu'un qui est spécialiste du domaine, j'imagine pas pour quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de lire des articles comme ça, quoi. Alors, l'expression... Pardon, je rentre dans mon micro, faut que je le baisse. L'expression publier ou périr, traduit de l'anglais publish or perish, vise à dénoncer la pression exercée sur les professionnels du milieu académique, en particulier les chercheurs scientifiques, à travers l'obligation, pour avancer dans la carrière, de publier le plus régulièrement possible les résultats de travaux de recherche dans les revues scientifiques. En backup, ah ouais. Ils sont donnés en backup. Mais du coup, enfin là, cette chercheuse-là a trouvé ça chouette, enfin intéressant et important que ce soit visible publiquement et du coup pas juste en off, quoi. Et que ce soit disponible. Parce que j'imagine qu'en fait, on va se retrouver avec potentiellement, bah, du coup, ce qu'on disait, potentiellement des chercheurs, enfin des équipes de recherche qui vont travailler sur quelque chose qui a déjà été fait. Et donc, c'est potentiellement aussi une perte d'argent, puisqu'on a quand même pas pour tout, mais on a quand même pas mal d'investissements publics dans la recherche. Il y a aussi du privé, mais même au niveau international. Ouais, peut-être en annexe à la rigueur. Okay. Donc, cette expression cherche notamment à pointer du doigt le manque de prise en compte d'autres aspects du travail académique, comme la production de pré-publications ou l'organisation et la conduite des enseignements. La quantité de publications étant considérée dans le cadre de l'évaluation comme un moyen non sans biais de mesure de l'activité académique et les possibilités d'avancement. Accès aux postes, soutien financier des projets de recherche, augmentation du revenu, notoriété, etc. Ouais, mais oui, ce serait indispensable. Bah oui, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Après, il faut des personnes qui refont les mêmes expériences avec les mêmes protocoles pour valider que ça fonctionne aussi. Oui, tout à fait, oui, tu as raison, WebGuide, c'est vrai. Il ne faut pas non plus... il faut potentiellement le réexpérimenter pour vérifier que ça fonctionne. D'ailleurs, bah oui, d'ailleurs, ça, il faudrait que je voulais vous montrer une vidéo que je trouvais hyper intéressante. Bon, l'expérience ce n'est pas une expérience scientifique. On est d'accord qu'il n'y a rien de valable dans ce qu'elle fait. Mais du coup, je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant comme explication de la méthode scientifique, pardon. Ah, c'était pas ça que je voulais voir. Je me suis trompée de vidéo. C'est là. Okay. Aujourd'hui, on va parler de science et on va pas se mentir, ça va me prendre plus d'un épisode pour parler du sujet dont je voudrais traiter, mais je vais découper ça en petits morceaux plus faciles à digérer. Et pour commencer, je voudrais tordre le cou à certaines idées répandues sur la science et la méthode scientifique dont la source me semble être une mauvaise caricature de Karl Popper. J'ai oublié de préciser, du coup, c'est une vidéo de Monsieur Phi. Elle est assez vieille, hein. Il avait encore des cheveux. Ça ne fonctionnera pas toujours, car pas dans le même environnement. Oui, il y a des paramètres extérieurs. Donc j'imagine que ce que tu fais dans un laboratoire à un certain endroit, ça va pas exactement la même chose dans un autre. Du coup, ouais, elle est vieille, c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans, mais elle est encore valable. Enfin, voilà.
Popper et de son critère de falsifiabilité ou de réfutabilité. Écoutez par exemple ce que la chaîne de vulgarisation scientifique L'Esprit Sorcier nous dit au sujet de la méthode scientifique dans une vidéo sortie récemment et qui par ailleurs est très bonne. Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu'aucune observation ou expérience ne vient montrer qu'elle est fausse. Et plus elle résiste à l'épreuve du temps, plus elle s'impose comme une description correcte du monde. Mais attention, il suffit d'une seule observation contraire pour que l'hypothèse s'effondre. Et dans ce cas, c'est définitif. C'est ça, la démarche scientifique. Alors ça ne vous paraît peut-être pas choquant à première vue, hein, l'idée qu'en science, l'expérience permet de confirmer, mais surtout de réfuter éventuellement des théories, eh bien c'est une idée tout à fait courante. La méthode scientifique, nous dit ainsi l'Esprit Sorcier, c'est d'être prêt à rejeter une théorie dès lors qu'au moins une observation n'est pas conforme à ce que la théorie prédit. Bah, ça me paraît normal. Eh bien, si la théorie implique un truc, que ce truc est faux, eh ben, ça veut dire que la théorie est fausse, hein. C'est juste logique. Tu connais ce truc là, la logique? La logique, en effet, ça me dit quelque chose. Il me semble que ce genre d'idée sur la méthode scientifique est hérité d'une lecture, disons, approximative de Karl Popper, un des philosophes des sciences les plus importants du XXe siècle. Si vous ne connaissez qu'un seul philosophe des sciences, eh bien d'une part c'est mieux que rien mais c'est quand même un peu triste, et d'autre part c'est très vraisemblablement Popper, ou tout au moins la caricature qu'on en a fait. Et c'est un problème parce que cette caricature amène en fait à une conception des sciences assez bizarre et erronée. Ce qu'on retient généralement de Popper aujourd'hui quand on en parle, par exemple dans le milieu de la zététique, c'est surtout son critère de falsifiabilité utilisé comme un outil de distinction entre science et pseudo-science. Il le formule par exemple assez joliment dans ce passage. Toute bonne théorie scientifique consiste à proscrire, à interdire à certains faits de se produire. Sa valeur est proportionnelle à l'envergure de l'interdiction. Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l'irréfutabilité n'est pas, comme on l'imagine souvent, vertu, mais défaut. L'idée c'est que par exemple une théorie qui fait la prédiction d'une certaine valeur précise pour une mesure interdit l'ensemble des autres valeurs possibles pour cette mesure. Sa prédiction est donc risquée en ceci que beaucoup de résultats a priori possibles d'observation pourraient la contredire. Et une théorie serait d'autant plus scientifique qu'elle prend ainsi de grands risques. Tandis qu'une théorie qui ne peut être contredite par aucune observation, qui est donc irréfutable en ce sens et qui en fait ne prédit rien, eh bien elle n'a pas de valeur scientifique pour Popper. Un truc intéressant et me semble-t-il pertinent que souligne cette conception de Popper est que les scientifiques sont des sortes de casse-coups théoriques. Si une théorie fait des prédictions inattendues, audacieuses s'il y a des cas limites, eh bien ce sont ces cas-là qu'ils voudront tester surtout. Comme si on cherchait à mettre la théorie en échec, à montrer justement qu'elle ne marche pas. L'idée étant que plus une théorie sort triomphante de tous ces tests à haut risque, plus on peut lui faire confiance. Mais jamais totalement non plus. Popper insiste beaucoup sur l'asymétrie entre la confirmation et la réfutation des théories. Quand une observation est conforme à ce que prédit la théorie, on peut dire que cela confirme ou plus prudemment que cela corrobore la théorie. Mais on ne dira pas que la théorie est par là prouvée définitivement. L'idée c'est qu'on peut voir chaque prédiction théorique comme une implication de forme théorie, flèche, observation. Si la théorie est vraie, alors on doit faire telle observation. Si l'observation a bien lieu comme prévu, c'est-à-dire que le conséquent de cette implication est vrai, cela n'indique pas forcément que l'antécédent, c'est-à-dire la théorie, est vrai aussi. C'est de la logique la plus élémentaire, hein. Si vous avez P flèche Q et que Q est vrai, ça ne garantit pas forcément que P est vrai. Ainsi, même si toutes les prédictions que fait une théorie se sont révélées conformes à l'expérience jusque-là, ça ne garantit pas que la théorie est vraie. Mais que fera-t-on si l'observation n'est pas conforme à ce que la théorie prédit? Si l'on reprend cette implication théorie, flèche, observation, mais que cette fois le conséquent est faux, alors par contraposition ou par un raisonnement qu'on appelle le modus tollens, cela semble bien équivalent au fait que l'antécédent, c'est-à-dire la théorie, est fausse. Là encore, c'est de la logique tout à fait basique. Si vous avez P flèche Q et que Q est faux, cela implique que P est faux. Et c'est ainsi qu'on en vient à dire avec l'Esprit Sorcier qu'il suffit d'une seule observation qui contredit la théorie pour rejeter cette théorie et la rejeter définitivement. On ne peut pas confirmer avec certitude une théorie, mais on peut par contre la rejeter par l'expérience. C'est finalement la seule chose dont on peut être sûr en science, la fausseté de certaines théories. Bah écoute, jusque-là, ça me va tout à fait comme conception de la science. Mais du coup, la question, c'est ce que disait Pauline. Si on peut réfuter par l'expérience, mais que tous les les paramètres peuvent changer en fonction de l'environnement, il se passe quoi?
Le problème, c'est que ce petit Popper abrégé, même s'il contient des idées intéressantes pour comprendre la démarche scientifique, reste à bien des égards erroné ou incomplet. Et d'ailleurs, notez bien que Popper présentait lui-même une conception beaucoup plus subtile et nuancée. Ce que je viens de présenter, c'est plutôt une caricature et j'en suis conscient. Mais il se trouve que c'est en gros ce genre de caricature qui passe bien souvent, même auprès des scientifiques, pour la philosophie des sciences par excellence. Et c'est malheureux parce que non seulement la Du coup, ça dépend aussi du domaine, quoi. Enfin, du domaine de science, en fait. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. La philosophie des sciences n'en est pas restée à Popper tout de même, mais rien que Popper lui-même aurait aussi beaucoup à redire à cette caricature, et heureusement. Mais je vois pas le problème, vraiment. Si t'as une théorie, qu'elle fait une prédiction, la prédiction est fausse, et ben ça veut dire que la théorie est fausse, c'est comme ça. C'est logique, modus tollens, tout ça, tout ça. Prenons un exemple concret. Disons que tu as une théorie, elle est toute simple, ta théorie c'est juste que l'eau bout à 100 degrés Celsius à pression atmosphérique normale. Voilà. Maintenant, imagine que tu veuilles tester cette théorie. Mais ce qui est triste, c'est que ça va aussi dépendre de la personne qui fait l'expérience. Et c'est là qu'il peut y avoir des dérives. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, on part du principe que dans les sciences dures, normalement, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, il y a moins de biais que dans les sciences sociales, mais en fait, ça peut quand même être biaisé par rapport à la personne qui réalise l'expérience. Donc en fait, on peut arriver à biaiser quelque chose qui devrait être, qui ne devrait pas l'être en fait. Enfin, c'est un peu ça ma question. C'est un peu. Ah. Oui, en fait, tu peux en quelque sorte modifier tes données, ou en tout cas essayer de faire en sorte que ton expérience valide ton hypothèse. D'où l'intérêt finalement d'avoir des gens qui vont reproduire exactement la même chose pour potentiellement avoir des résultats différents. Même si tout est fait pour qu'il y ait plein de vérifications et de contrôles partout. Ouais, c'est ça. En espérant que du coup... si il y a aussi du coup tout le problème de production continuelle, etc. et d'avoir des résultats obligatoirement. En fait, on est un peu dans un système capitaliste de la réussite... Oula. C'est mon ordi, il fait des trucs... réussite. Donc il faut produire en fait, être dans la production parce qu'il faut un retour sur investissement, faut des résultats quoi. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'argent. Ouais, on en revient à la question de la transparence et donc du coup du besoin de transparence dans la publication des résultats, etc. De compétition, ouais. Ouais, mais du coup la compétition, elle vient aussi peut-être des questions de financement quoi. Je retente le truc, c'était quand même marrant. Ça marche ou pas? Non, ça marche plus. Si, ça marche. Oui, tout vient d'argent. Oh, c'est le système capitaliste. Alors, du coup, on reprend notre vidéo. Où on était. Ce que j'ai fait là, avec le pouce, non, je crois que c'est sur mon ordi. Et des fois, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Genre, il y avait un truc où, genre, je crois, où si tu applaudissais, ça faisait des ballons et tout. Je sais pas du tout pourquoi il fait ça. C'est quand je fais ça, Pauline. Genre, si je fais un pouce comme ça.
Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est intégré dans mon ordinateur, je crois. Je sais pas si c'est trop cool. Je sais pas. Je crois que... Mais j'aimerais bien retrouver le truc des ballons, c'était marrant. C'était un truc, je crois, où je faisais un truc comme ça. Je sais plus. Ok. Bref. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je reprenne ma vidéo et que je me reconcentre sur le sujet au lieu de dériver là. En faisant chauffer de l'eau. La prédiction qui va corroborer... Je vois plus ma vidéo. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, les problèmes techniques. Alors, je sais pas si... De toute façon, c'est pas comme si on avait un max d'alerte qui apparaissait pendant les lives. Mais ouais, clairement, on n'a plus besoin. C'est nickel. C'est marrant parce que je dis que c'est une revue de presse, mais je regarde une vidéo qui date d'il y a 5 ans. Hein, mais bon. Après, je pense que c'est quand même d'actualité. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est quand même régulièrement d'actualité. Et puis bon, on est sur le temps lent des sciences, de la recherche et tout, donc ça va, je pense. Bon, du coup, il faut quand même que j'arrive à remettre cette vidéo, parce que ça veut bien. Alors... Pourquoi ça marche pas? Ok, on était à peu près à la moitié, je crois. Hop, le retour. Non, oui, je vais prendre un thermomètre pour vérifier la température. Alors, Concrètement, attendez. tu vas faire... On est sur l'eau Tu qui veux bout. tester cette théorie en faisant chauffer de l'eau. La prédiction qui va corroborer la théorie, du coup, c'est quoi? Que mon eau va se mettre à bouillir autour de 100 degrés. D'accord, mais concrètement, tu vas faire quoi pour la tester? Parce que si tu te contentes de faire chauffer de l'eau et de dire quand elle commence à bouillir, regardez, c'est à 100 degrés, c'est pas très convaincant. Oui, je vais prendre un thermomètre pour vérifier la température, ça va, je suis pas idiot. Donc en fait, ta prédiction, c'est une prédiction qui concerne ce que tu vas observer sur des instruments de mesure, en l'occurrence un thermomètre. Et puis aussi un baromètre pour vérifier la pression de l'air, par exemple. Bah oui, mais bon, ça change pas grand chose. Bon, et maintenant suppose que tu observes que l'eau se met à bouillir alors que ton thermomètre affiche 80 degrés, tandis que ton baromètre te dit que la pression de l'air reste normale. Est-ce qu'une telle observation réfuterait vraiment ta théorie sur l'ébullition de l'eau à 100 degrés Celsius? La méthode scientifique te demanderont de rejeter cette théorie? À mon avis, c'est plutôt que mon thermomètre il est un peu pété. Et oui, ça paraît beaucoup plus raisonnable. En fin de compte, ton petit test expérimental, là, il teste bien davantage la fiabilité de tes instruments de mesure que la fiabilité de ta théorie sur l'ébullition. Ouais, c'est pas faux. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut voir que ta prédiction quant à l'observation que tu vas faire, qui est en fait une observation sur un instrument de mesure, tu ne la déduis pas uniquement de ta théorie selon laquelle l'eau bout à 100 degrés Celsius. Tu as eu aussi besoin pour la déduire d'un vaste ensemble d'autres hypothèses, notamment des hypothèses sur le fonctionnement de tel ou tel instrument de mesure, lesquelles reposent en fait sur d'autres hypothèses et théories scientifiques et ainsi de suite. Et puis il faut ajouter à cela des hypothèses concernant les circonstances de l'expérience particulière que tu fais, par exemple la nature du liquide
que tu es en train de chauffer, il faut supposer que c'est bien de l'eau par exemple, et on supposera encore l'absence de phénomènes parasites, etc. Et on pourrait même, pour être complet, supposer des tas de choses concernant le fonctionnement de ton organisme en tant qu'observateur, hein, par exemple que t'es pas en train de délirer ou je ne sais quoi. Bref, du point de vue logique, ta prédiction ce n'est pas du tout une implication toute simple et propre, théorie, flèche, observation. En réalité, si une prédiction est bien une sorte d'implication, son antécédent n'est jamais une théorie toute seule, mais toujours une vaste conjonction de théories et d'hypothèses en tout genre. Parmi tout ça, il y a bien la théorie ou l'hypothèse qu'on veut tester, mais il y a aussi tout le reste, toutes les autres hypothèses qu'on appelle généralement les hypothèses auxiliaires. Et c'est donc seulement en prenant tout ça ensemble qu'on peut déduire une certaine observation expérimentale. Et si l'observation n'est pas conforme, eh bien du point de vue logique, ça implique seulement la fausseté de la conjonction tout entière, c'est-à-dire la fausseté d'au moins un élément de celle-ci, et on ne sait pas lequel ou lesquels. Ça peut être la théorie testée bien sûr, mais ça peut être aussi n'importe laquelle des théories et hypothèses auxiliaires. Le point important... Je voulais dire par rapport à ce que disait Pauline tout à l'heure, et le fait qu'il y a des gens qui manipulent un peu aussi leurs résultats de recherche pour pouvoir être publiés, machin et tout, ça quand même... Ouais, il y a énormément de contrôle dans les expériences, positif, négatif, contrôle du matériel et autres. Mais là, on parle vraiment du matériel. Toi, tu parlais vraiment des paramètres humains. Qui contrôle les paramètres humains? Et du coup, ça pose quand même vachement des problèmes d'éthique aussi, finalement. De transparence et d'éthique. Normalement, les supérieurs et les pairs. Ouais, mais si tout le monde est dans le même bateau. Alors, j'accuse personne. Hein. Ouais. Oui, donc en fait, tu as toujours le paramètre humain qui rentre en considération. On peut pas faire sans. On a tous le même problème finalement. Et que je veux souligner, c'est qu'on ne peut jamais tester une théorie isolément. C'est toujours tout un ensemble de théories et d'hypothèses que l'on met à l'épreuve en même temps. Le philosophe et logicien Quine résumait assez bien cela en disant que nos énoncés sur le monde extérieur affrontent le tribunal de l'expérience non pas individuellement, mais collectivement. Revenons maintenant à ton eau qui bout alors que ton thermomètre affiche 80 degrés Celsius. Il paraîtra alors incomparablement plus crédible de faire porter le doute d'abord sur les hypothèses qui concernent les circonstances de la mesure, plutôt que sur la théorie selon laquelle l'eau bout à 100 degrés Celsius à pression atmosphérique normale. Puisqu'il est a priori incomparablement plus probable que ton thermomètre soit cassé, que tu aies mal fait la mesure ou que ce ne soit pas vraiment de l'eau, etc., plutôt que ce soit toute la communauté scientifique qui se trompe sur la température d'ébullition de l'eau. Je dois reconnaître que ça se tient. Autre exemple un peu moins anodin, il y a quelques années, un groupe de chercheurs italiens a fait des mesures qui semblaient indiquer que des neutrinos se baladant entre la Suisse et l'Italie se déplaçaient plus vite que la lumière, ce qui a le mauvais goût de contredire les fondements de la théorie de la relativité restreinte. Du coup, face à ces observations troublantes, on pouvait se dire ou bien que la vénérable théorie de la relativité restreinte est erronée, ou bien qu'il y a une couille dans le potage de l'accélérateur de particules. Et de fait, les physiciens en général considéraient que le deuxième cas était bien plus probable que le premier. Et ils avaient raison, il s'agissait bien d'erreurs de mesure dont on a pu identifier la source quelques temps plus tard. Donc non, très clairement, quand des observations contredisent une théorie, la méthode scientifique, ce n'est pas de rejeter la théorie. Parce qu'en réalité, l'observation en question ne contredit jamais la théorie toute seule, mais toujours une vaste conjonction de théories et d'hypothèses auxiliaires, notamment des hypothèses concernant les circonstances de l'observation elle-même, hypothèses qui peuvent être beaucoup moins crédibles que la théorie prétendument contredite par cette observation. Et du coup, là, c'est pas l'observation qui réfute la théorie, mais la théorie qui réfute l'observation. Ouais, on pourrait dire ça, mais c'est surtout une drôle de façon de parler. En fait, tout ce vocabulaire de la réfutation ou de la contradiction est assez déplacé. C'est pertinent pour des sciences formelles comme les mathématiques ou la logique, on peut réfuter une conjecture mathématique par exemple. Mais pour les sciences expérimentales, les observations font plutôt quelque chose comme augmenter ou diminuer la crédibilité de telle ou telle hypothèse ou théorie. Si l'on me parle comme ça d'une observation qui contredit la théorie de la relativité restreinte, théorie à laquelle j'accorde pour l'instant une crédibilité extrêmement haute,
Cela va diminuer certes très légèrement cette crédibilité que je lui accorde, mais cela diminuera bien davantage la crédibilité de toutes les hypothèses qui entourent cette observation dont on parle. C'est bien que l'on peut dire que la théorie me donne des raisons de douter de la crédibilité de l'observation, bien davantage que cette observation ne me donne de raison de douter de la crédibilité de la théorie. Ouais. C'est plus subtil et complexe à énoncer, mais ça me paraît plus juste. Je sais pas si je comprends bien. Du coup, non seulement une théorie ne peut jamais être prouvée absolument par l'expérience, mais t'as l'air de dire que l'expérience ne peut pas la réfuter non plus. On ferait aussi bien d'arrêter de faire des expériences dans ce cas. Ce n'est évidemment pas ce que je suis en train de dire, non. Il y a bien des théories scientifiques qui sont acceptées un temps puis finissent par être rejetées, suite notamment à des expériences, mais la raison pour laquelle une théorie est rejetée, ça ne se réduit jamais à ceci que l'expérience l'a réfutée. L'élément déterminant, c'est toujours autre chose, c'est toujours qu'on a une meilleure théorie. Et pour vous expliquer correctement ce point, je vais devoir vous emmener sur la planète Vulcain. Ah bah ça tombe bien, j'adore Spock. Mais je réserve donc ce billet pour le prochain épisode. Oui, du coup, je suis d'accord avec Pauline, elle est trop bien cette vidéo. Hyper intéressante. De toute façon, c'est hyper bien présenté. Oui, du coup, bon, je sais pas si on va regarder la prochaine vidéo, mais c'est aussi pour ça que la recherche fondamentale continue à exister pour faire de nouvelles découvertes et sur des choses qu'on connaît déjà. Oui, parce que du coup, le but de la recherche fondamentale, c'est d'explorer, de repousser les frontières de la connaissance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une chercheuse, une chimiste théoricienne que j'ai rencontrée. Et c'est tout à fait vrai. Ça paraît complètement abstrait pour nous, mais hyper important pour les chercheurs notamment, et pour les chercheurs en sciences appliquées, quoi. Enfin, en recherche appliquée. Et puis c'est quand même hyper impressionnant aussi. Genre les maths fondamentales. Fondamentales, pardon. Oui, carrément indispensable. Je sais plus où on était. Oui, bah, il y avait une vidéo de la chercheuse là qui a fait l'article sur justement les résultats négatifs. Ça s'appelle La recherche est-elle une quête de surprise? Bon, ça dure 2 minutes, je crois. J'espère que ça dure pas trop long. Et je crois qu'elle est à l'école du Normale Supérieure de Paris. Donc, bon, c'est pas trop une chercheuse de la région, mais on va quand même... D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que c'est vrai que en Pays de la Loire, il y a vachement de financement de la recherche et ça attire aussi beaucoup les scientifiques qui souhaitent obtenir des financements et notamment recherche fondamentale parce que bah, souvent on a du mal à trouver des financements pour ce type de recherche parce que bah, voilà, on n'a pas vraiment d'application économique ou de changement potentiel pour nous, quoi. Hop, Alice Le Breton, biologiste. Sur une bactérie pathogène qui s'appelle Listeria monocytogenes et on étudie les vies de cette bactérie. En particulier, c'est une bactérie qui rentre à l'intérieur des cellules humaines, qui les colonise et on étudie comment elle colonise l'intérieur des cellules humaines et quelle niche elle habite dans ces cellules humaines, comment elle passe d'une niche à l'autre. L'incertitude, c'est d'une certaine manière le moteur de nos recherches. Je pense que l'incertitude, parce que ça va être la petite frontière qu'il y a entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas encore. Et on ne connaît pas forcément exactement la position de cette frontière. Donc, c'est l'incertitude qui va stimuler les questions qui vont nous donner envie de creuser à un endroit ou à un autre, parce que ce qu'on ne comprend pas à un moment donné, c'est ça qu'on va essayer d'éclairer. Je
dirais que l'incertitude peut nous aveugler quand on a tellement épluché une question qu'on a l'impression de tout en comprendre, et en particulier s'il y a eu des années et des années de recherche sur un domaine qu'on a l'impression de maîtriser totalement. Et dans ce cas-là, on peut de temps en temps, quand on a des observations qui ne collent pas complètement avec le modèle qu'on s'est formé du domaine qu'on étudie, éliminer ces observations de manière inconsciente, avoir tendance à penser que c'est des choses qui sont fausses, qui sont issues d'un problème de notre expérience plutôt qu'une réalité, et à ne pas creuser, ne plus s'interroger dessus. C'est la surprise qui nous met sur la piste de la recherche. C'est le fait d'avoir de temps en temps une observation qui ne colle pas, de se dire là, j'ai envie de savoir pourquoi ça ne colle pas, et de se laisser interpeller effectivement par le résultat d'une nouvelle méthodologie à laquelle qu'on n'avait pas testé avant, d'essayer de creuser derrière pour comprendre du nouveau dans l'objet qu'on étudie. Poterne. Ah, non, pas la pub. Bouh. Wamgi, rappelle-moi, c'était qui ton invité samedi soir? C'était une doctorante, je crois. Elle était pas au Muséum national? Un truc comme ça, je crois. Souvenir d'un truc dans le genre. Mais la recherche fondamentale, ouais, c'est compliqué, ouais. Mais ici, là, j'ai écrit du coup des articles sur des chercheuses ligériennes, qui du coup mènent des travaux de recherche en Pays de la Loire. Et du coup, une mathématicienne qui est déléguée CNRS à l'Université d'Angers. Donc elle a été envoyée pendant, alors je ne sais plus pour combien de temps, mais du coup elle vient travailler sur le campus de l'Université d'Angers avec un autre mathématicien. Et là on est vraiment sur des équations de Schrödinger, genre chimie quantique, physique quantique, tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment hyper abstrait. Et elle, du coup, c'est financé du coup par la région Pays de la Loire. C'est ce qu'on appelle le financement Connect Talent, et ça permet en fait de faire venir des chercheurs sur le territoire, des chercheurs qui sont plutôt reconnus dans leur domaine. Et là, du coup, ils sont deux, parce qu'en général, les mathématiciens, ils travaillent tout seuls, ou pas beaucoup, quoi. Et sinon, parce que sinon, elle travaille à l'université Paris-Est Créteil, je crois. Je sais plus. Je vais vérifier. Camille Arachelov, doctorante en physique et biologie au Muséum naturel d'histoire naturelle, qui fait actuellement sa thèse sur l'adaptation et biophysique du vol chez les libellules. Contexte évolutif, fonctionnel, base d'un paléo, inspiration. C'est hyper intéressant parce que on se doute pas forcément qu'il y a des doctorants au muséum, mais en fait c'est une énorme structure de recherche aussi, quoi. Donc là elle est pas, c'est de la recherche fondamentale. Enfin, on considère que son sujet de thèse c'est de la recherche fondamentale. Ouais. Je peux mettre le lien dans le chat si tu veux. Alors attends. Hop. Je sais pas. Sinon je le fais. Hop. Alors, c'était les 24 heures.
Comment je peux partager ça? Partager. Oh. Je fais n'importe quoi. Mon chat. Hop. Walou. Si vous avez raté les 24 heures Vulga de POC Science, c'était samedi. Mais peut-être qu'il y en aura... il y aura un autre événement bientôt. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, si vous avez raté, il y a toutes les rediffs qui sont dispo. Puis il y a la session d'ouverture et la session de fermeture qui sont sur la chaîne de POC Science, il me semble. Hop là. Du coup, je disais ma chercheuse là du CNRS, Paris-Est, Université Paris-Est Créteil. Hop. C'est elle, Clotilde Fermagnan. Et du coup, équation de Schrödinger, truc hyper compliqué que j'ai... Il y a un site. Ah. Parce que moi, j'ai juste... j'ai cliqué sur le mauvais truc. Je trouve pas. Hmm. 24 heures POC Science, c'est ça. Hop là. Pareil. Je vous mets ça dans le chat. Comment je fais mon truc? Hop, c'est dans le chat. Comme ça, si vous voulez aller voir et si vous voulez retrouver les... Du coup, bon, il y avait le programme. Bon, c'est mieux en live quand même, hein, faut pas non plus... Hop. Si vous voulez aller voir, évidemment, allez sur le... Salut Louane, merci d'être passé, ça fait super plaisir. Et puis, bonne fin de journée à toi aussi, à la prochaine. On te voit sur le live construction avec Popo. J'espère que tu seras présente. Du coup, il y a la prog. Et oui, et surtout, vous pouvez rejoindre le Discord de POC Science, en fait. J'espère que vous pourrez participer la prochaine fois, voir qu'on pourra faire un truc ensemble. Bah, carrément. Carrément. En vrai, on pourra de toute façon en discuter pour la préparation du prochain, à voir si on pourra faire un truc ensemble. C'est le week-end, mais en vrai, je serais chaud pour qu'on fasse un truc. Ça pourrait être très chouette. Et puis, je pense qu'il y a moyen de choper des chercheurs ou chercheuses pour intervenir. Ou faire autre chose. On peut voir. À voir. Du coup, ce que je vous disais, le Discord POC Science, rejoignez-nous pour vous tenir au courant de l'actu. Et du coup, aussi, en termes de recherche fondamentale, là, j'ai... je vais repasser en plein écran. Il y a une semaine, un truc comme ça, une semaine ou 2 semaines, je sais plus. Du coup, j'ai rencontré une chimiste théoricienne
Donc, ça paraît très abstrait comme ça, hein, c'est clair. Mais du coup, pareil, recherche fondamentale et notamment, ce qu'elle disait, c'est que la région Pays de la Loire est connue pour financer des projets de recherche et elle a obtenu ce qu'on appelle étoile montante. C'est un financement régional qui permet à des jeunes chercheurs, alors quand on dit jeunes, ils ont entre 30 et 40 ans. Je dis pas que c'est pas jeune, hein. Mais du coup, ça permet à des jeunes chercheurs de notamment financer des projets. Et donc, en fait, ça lui a permis de financer la première partie de son projet, le début, donc sur les premières années, et après d'obtenir un financement européen pour son projet. Donc, elle travaille sur, pareil, chimie quantique et sur la photochimie, et notamment la chimie attoseconde. Mais je ne vais pas en dire plus parce que l'article, il sort le 20 décembre, le même jour que notre live. Donc, ouais, et hyper intéressant, vraiment un sujet vraiment hyper intéressant. Et je ne m'attendais pas à ce que la chimie attoseconde me passionne autant. Et d'ailleurs, pour info, la recherche sur laquelle se base, elle, sa propre recherche, est issue de travaux de 3 chercheurs qui ont réussi à obtenir, du coup, des flashs lumineux de temps attoseconde, comme on disait, et qui ont fait ces découvertes-là, enfin en tout cas réussi ces travaux-là en 2001, et ils ont été lauréats du prix Nobel de physique 2023, donc là, récemment. Donc ça donne un peu une idée aussi du temps de la reconnaissance de la recherche et le temps que ça prend pour qu'en fait, quelque chose comme ça, qui est quand même de ouf. Ah, en vrai, j'y connais rien en chimie et en physique, hein. Moi, à la base, je suis pas une scientifique. Et vraiment, j'étais... Alors, il va falloir m'en expliquer un peu plus parce que vraiment, c'est trop intéressant. En fait, ah non, mais je tease trop si je raconte ça. En fait, l'attoseconde, ça équivaut à... dans une seconde, il y a 1 trillion d'attosecondes. Donc, il faut qu'imaginer qu'une attoseconde, on ne le voit pas à l'œil nu, quoi. Voilà, c'est lunaire un peu. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, assez ouf. Et elle me disait, du coup, ouais, donc dans une seconde, il y a 1 trillion d'attosecondes, qui équivaut, pour remettre en perspective, à la différence entre 1 seconde et l'âge de l'univers. Donc il y a quand même des chercheurs, des scientifiques qui ont réussi à créer des flashs lumineux aussi rapides. C'est hallucinant. Et du coup, ça permet de réaliser des expériences scientifiques, de la photochimie. Et donc, elle travaille sur ordinateur. Enfin, c'est vraiment pas du tout comme on imagine le chimiste avec sa blouse blanche dans son laboratoire. Mais je ferai la promo de mon article dans 2 semaines. Et très, très intéressant. Et il y aura évidemment toujours une petite vidéo sur Insta qui tease un peu l'article. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a à peu près... Je fais un article par mois sur des chercheurs ou chercheuses des universités à côté de chez nous. Et en plus d'en inviter quelques-uns sur le live, enfin sur des émissions. Voilà. Donc, si vous intéresse, je vais vous remettre la prog si vous voulez. Comme ça, pour ceux qui veulent savoir quelles sont les prochaines émissions. C'est... faut que je retrouve ça. À chaque fois, je suis perdue sur mes propres dossiers. Voilà. Hop. Et... hop là. Et hop, je disparais dans pas longtemps, promis. Bah
Bye bye. Du coup, le 24, là, on reçoit Simon Pascal du Sésame, qui est chef de recherche et qui, du coup, fait partie du même laboratoire que la chercheuse que j'ai rencontrée, qui est donc Morgane Vacher, elle s'appelle. Et ils sont dans le même laboratoire, donc c'est un gros laboratoire de chimie et chimie des matériaux, etc. Il y a plein mal de... C'est une structure à l'intérieur, tu as des laboratoires, c'est quand même un gros truc. Et du coup, on va parler production d'énergie avec des colorants incolores, je sais, c'est un peu bizarre. Et moi aussi, j'ai très hâte de lui poser plein de questions. Et je ne l'ai pas mis dans la programmation parce que du coup, là, j'ai mis que les 4 prochains lives. Du coup, il y a celui d'aujourd'hui. Mais au mois de février, du coup, j'ai un chercheur de Centrale Nantes qui viendra, qui va nous parler de la décarbonation du transport maritime. Et un chercheur du laboratoire de planétologie, le LPG, ça s'appelle. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, le laboratoire de planétologie et de géosciences, qui est à Nantes, Angers et Le Mans, et qui va nous parler de planétologie. C'est un peu une star. Salut! Bah oui, à 19h ton live, c'est ça? En tout cas, super intéressant. Merci de toujours un soutien indéfectible à notre live. Bonne fin de journée. Et on va parler planète et espace. Je crois que c'est un sujet qui fonctionne bien en général. Donc j'espère que ça a été intéressant. Ah, bah j'espère que vous n'aurez pas de retard. Quand même, 19h. Ça va? Parce que dans 2h30. Eh ben, si je veux, je pense que moi je vais vous laisser aussi. Il est 16h30, ça fait 1h30 qu'on live. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation fort instructive. Et puis, du coup, on a très hâte de vous voir dans 2 semaines avec Pauline pour construire ce super robot. Et ça nous donnera une petite idée de si on kiffe construire des trucs. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, à bientôt. Ah oui, et je peux revenir pour faire au revoir. Bye bye. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir discuté, ça fait toujours extrêmement plaisir sur ce setup qui évolue. La prochaine fois, ce sera dans le canapé. Bonne soirée!